Donc, si vous voulez bien, on va démarrer aujourd'hui le séminaire que Marc Duhamel va présenter. En fait, je remplace Cécile Pont-Rouge qui, malheureusement, était malade aujourd'hui. Donc, comme elle ne veut pas nous transmettre ces virus, on préfère effectivement qu'elle reste à distance plutôt que venir à l'UQTR. Mais bref, tout ça pour dire que je vais la remplacer aujourd'hui pour vous présenter les gens qui vont faire la présentation. Donc, séminaire animé par Marc Duhamel. C'est un travail qui a été fait également avec François Brouard, qui est connecté, qu'on voit aussi sur le Zoom, ainsi que Louise Cadieux, avec la contribution également de Charles Bérubé, qui est à Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Et donc, ces quatre personnes-là vont vous présenter les impacts économiques du reprenariat, estimation de la menace fantôme et du spectre de fermeture des intentions de transfert de PME. Donc, je vous laisse la parole et bon séminaire. Désolé. Merci, Étienne. Bonjour tout le monde. Donc, juste pour rappeler, là, c'est vraiment un projet conjoint. Là, on vous présente. En fait, c'est un projet qui a débuté en 2018 là, grâce justement à Louise, était la maître d'œuvre. Louise s'est entourée de François, moi, Frédéric Lorrain et éventuellement Charles Bérubé s'est également joint à l'équipe parce que les données qui sont utilisées ici, jusqu'à tout récemment, n'étaient disponibles qu'à Ottawa. Et là, vous allez comprendre qu'avec la pandémie, avec même tout le travail, les déplacements à faire, c'était gigantesque et de demander là, tant à l'université ou tant au CETEC, qui était le bailleur de fonds, le commanditaire de ces études-là, d'allonger des frais de transport qui pourraient s'étaler, de nécessiter 6 mois d'aller-retour, c'était pas réaliste. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on vous présente essentiellement le dernier volet de cette étude-là. Tout simplement, là, pour aller rapidement, attendez un petit peu. Attendez, on va changer. Ça marche. OK. Excusez. Ça marche. Bon, ça fonctionne. OK. Donc, juste pour vous dire un peu, donc, vraiment, c'est le projet au complet est un véritable travail d'équipe. Louise, François, Charles peuvent témoigner là, que vraiment, ça l'a mobilisé plusieurs mois. C'est assez complexe d'utiliser, mais je pense que les résultats qu'on obtient sont intéressants dans le sens où on obtient vraiment des nouveaux résultats empiriques. Quoique quand on regarde la littérature empirique, il y en a un petit peu, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, on est comme c'est à peu près la 3e étude qui se fait sur ces enjeux-là. Et donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de vouloir la présenter à l'INR PME, parce que justement, le sujet vise particulièrement les PME. Donc, le déroulement, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est entendu entre nous. Donc, c'est moi qui va contrôler les diapositives. François va commencer avec l'introduction. Moi, je vais vous raconter un peu plus là, au niveau de la littérature. Charles va parler de la méthodologie. Et moi, ensuite, je vais embarquer sur décrire un peu plus l'échantillon qu'on a utilisé. C'est très intéressant. Charles va amener des précisions par rapport à ça. C'est absolument il y a vraiment des enjeux fascinants là-dedans, méthodologiques, vraiment intéressants. Puis ensuite, présenter les résultats. Vous allez voir, ça va être relativement rapide parce que les résultats sont très, très, très cohérents et intéressants. Puis ensuite, juste une petite discussion un petit peu sur les côtés un peu là, qui sont à revoir, des choses que je considère qu'on considère qui sont importantes quand on regarde les résultats, de garder ça en tête pour l'interprétation, parce qu'on donne une interprétation très forte. Hein? On donne une interprétation causale au résultat à cause de la méthodologie. Puis ensuite, Louise va terminer sur la conclusion, parce que comme vous le savez, François et Louise travaillent sur l'enjeu des transferts d'entreprise depuis très, très, très longtemps. Et ça fait en sorte que
qu'il y avait très peu de recherche quantitative jusqu'à tout récemment. Et le regard de Louise et de François sur ces résultats quantitatifs-là sont très révélateurs, je pense, de l'importance des résultats et de la recherche quantitative qui se fait sur un enjeu comme les transferts d'entreprise. Donc, sans plus tarder, je demandais à François de prendre le relais pour l'introduction. Okay, donc, bonjour. Donc, essentiellement, en fait, il y a trois rapports en fait, qui ont été produits. Le premier est le portrait du reprenariat de PME au Québec qui a été présenté en 2019. Il y a le deuxième, en fait, l'influence des facteurs fiscaux sur les intentions de transfert. Et ensuite, il y a le troisième qui est le cœur, en fait, de celui d'aujourd'hui, qui est les impacts économiques, en fait, là, dont il va être principalement question. Donc, au niveau, en fait, du portrait, bon, il y a évidemment le vieillissement de la population qui est présent, qui amène, en fait, des défis très, très importants au niveau du reprenariat. Il y a une forte augmentation des intentions de transfert d'entreprise, en fait, depuis 2007. Au Québec, c'est moins prononcé, en fait, ailleurs au Canada, sauf peut-être dans les maritimes, mais c'est quand même un phénomène, en fait, qui existe là, ailleurs dans le monde. Donc, en fait, là, il est moins présent au Canada. En fait, c'est pas qu'il ne sera pas là, il est juste un peu retardé. Et là, certains pourraient dire, des fois, les anglophones sont un petit peu plus en arrière. Bien, ça c'est peut-être un bon exemple. Donc, en fait, là, sur le marché, en fait, là, on parle en fait de 120 000 en fait, entre la PME canadienne qui sont sur le marché en fait, dans les 5 prochaines années et 15 000 en fait, là, au Québec. Là. Donc, en fait, ça représente quand même un grand nombre d'entreprises. Donc, si on regarde en fait là, le côté, en fait, le deuxième rapport, oh non, je n'ai sauté une. Non, c'est celle-là. C'est bon, c'est celle-là? Oui. L'autre, celle-là. Oui, c'est ça. Donc, en fait, là, le deuxième rapport, essentiellement, c'était pour regarder, donc, toujours utiliser la même grande, en fait, base de données qui a été utilisée. Donc, la question, en fait, de l'iniquité fiscale, en fait, pour le transfert des entreprises familiales. Donc, pour juste, en fait, un petit rappel, donc, les entreprises familiales, en fait, là, quelqu'un qui vend son entreprise a en fait le droit à l'exonération de gain capital qui peut donner en fait là, pour l'exonération de 800 000 ou 400 000, dépendant si on parle du montant de gain ou du montant de gain imposable. Puis ça peut aller en fait jusqu'à 1 500 000 dans le cas des entreprises en fait agricoles. Et en fait, au niveau technique en fait de la loi de l'impôt, il y a des éléments qui font en sorte que les transferts familiales étaient problématiques. En fait, étaient problématiques, le sont encore un peu, mais étaient en fait problématiques. Donc, dans le fond, quelqu'un en fait qui transférait, un parent qui transférait son entreprise à l'extérieur avait le droit à l'exonération de gain capital et un parent en fait qui transférait à ses enfants, bien, finalement, avait beaucoup plus de difficultés, sinon n'était pas capable d'avoir cette déduction de gain capital. Donc, en fait, pour la même situation, si on prenait uniquement le côté fiscal et financier, bien, un était beaucoup plus avantageux que l'autre, alors que dans les faits, compte tenu en fait des facteurs, je dirais, beaucoup plus qualitatifs et de transfert de propriété, de famille, bien, en fait, là, il y avait plus d'intérêt à le transférer aux membres de la famille. Donc, en fait, là, il y a une estimation en fait, qui a été faite du total en fait, des gains capital. Donc, pour la période en fait, de 2017 à 2022, on parle de 15,7 milliards. Et là-dessus, en fait, il y en a à peu près 40 qui sont en fait des transferts familiaux. Donc, il y a quand même, en fait, on parle de montants importants. Ce rapport-là, en fait, a été utilisé et en fait a eu un impact sur les politiques publiques. En tout cas, on ose espérer qu'il y a eu un impact sur les politiques publiques. Un des éléments, donc, il y a une technicalité au niveau des droits de l'impôt. Dans le budget du Québec de mars 2021, il y a eu un assouplissement fiscal, en fait, pour faciliter le transfert familial. Et à l'intérieur du budget, ce qui est relativement rare,
Il y a même, en fait, l'étude qui est, je dirais, directement citée pour, en fait, là, je dirais, justifier ou appuyer le fait qu'il y avait besoin, en fait, d'un assouplissement fiscal pour les transferts familiaux. Et, en fait, un peu plus tard, quoi qu'il y avait eu beaucoup, en fait, d'éléments, en fait, là, dans les dernières années pour essayer de faire de quoi aussi au niveau fédéral, bien, il y a eu, en fait, un projet de loi qui, en fait, qui a été adopté, qui a reçu la sanction royale en juin 2021, qui faisait aussi un peu, qui allait, en fait, dans le même sens. Parallèlement, en fait, à ce deuxième rapport-là, il y a eu aussi, en fait, un autre rapport, en fait, qui était préparé, qui faisait le survol, en fait, de 22 recommandations pour aider la transmission, en fait, de PME, incluant les transferts. Donc, il y a eu beaucoup, si on pense, par exemple, à la commission Godbout sur la fiscalité au Québec, mais il y a eu beaucoup, en fait, de monde qui se sont prononcés pour dire, bien, on devrait changer ça, c'est un problème, là. Donc, en fait, là, il y a un autre rapport qui résume, en fait, l'ensemble de ces recommandations-là antérieures. Donc, je vais maintenant passer la parole à Marc. Okay. Donc, peut-être, je réorganise la disposition des slides, là. Donc, les questions, outre les impacts, hein, on voit une montée des intentions de transfert. L'intention n'est pas l'action, hein, ce n'est pas les transferts, en fait, c'est les intentions de transfert qu'on mesure. Deuxièmement, on a montré que dans le deuxième rapport, qu'il y avait des impacts fiscaux, des inéquités fiscales très importantes pour le transfert familial qui, en quelque sorte, forçaient ceux qui voulaient transférer leur entreprise à la famille à privilégier le transfert externe plutôt qu'interne. Et là, tout de suite, ça suppose, hein, c'est quoi l'impact d'un transfert externe versus un transfert interne. Bon, la littérature là-dessus, je vais vous en parler. Mais en fait, la question initiale qui nous avait été posée lors de ce projet de recherche-là, c'est quoi les impacts économiques associés à l'augmentation des intentions de transfert? Parce qu'on le voit là, il y a une forte augmentation. Ça suit la courbe démographique. Hein? Les provinces maritimes sont plus âgées que le Québec. Le Québec est plus âgé que l'Ontario. L'Ontario est plus âgé que les provinces des Prairies et de la Colombie-Britannique. Donc, il y a une vague là, okay, qui est en train de se faire. C'est une vague démographique. Elle est prédite depuis une bonne dizaine d'années. On le sait que ça s'en vient, mais l'important, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce que ça a en termes de, par exemple, d'impact sur l'activité économique, sur l'emploi et ainsi de suite. OK? Donc, nous, ce qu'on a vraiment, ce qu'on mesure, c'est les intentions de transfert, en fait, sont-elles précurseurs à la fermeture ou à la pérennité des entreprises? Ça, c'est la grande question qu'on se pose, parce que si effectivement on voit une intention de vouloir transférer l'entreprise et que l'entreprise est effectivement transférée, que l'entreprise procède comme s'il n'y avait pas eu de transfert, ben, il n'y a pas vraiment nécessairement de problème. Donc, l'important ici, c'était de dégager c'est quoi les impacts économiques à la marge, hein, la marge, de dire si on transfère, c'est quoi l'impact véritablement d'un transfert? Est-ce qu'on observe, par exemple, une augmentation des profits? Est-ce qu'on observe une augmentation des investissements? Est-ce que l'exportation, et là j'en passe, vous allez voir, il y a beaucoup de variables qu'on a mesurées. Et pourquoi c'est important? Pourquoi là, c'est les chiffres qu'on vous a demandés? Rappelez-vous, là, il y a 2 millions d'entreprises au Canada, OK? Il y en a à peu près 1 million qui sont des PME, 2 millions au total, là. Il y en a à peu près 1,2 million qui sont des PME avec employés, okay, parce qu'il y a des PME qui n'ont pas d'employés. 1,2 million qui sont sans employés. Et là, la vague qui s'en vient, c'est 120 000 PME au cours des 5 prochaines années, okay, qui veulent être transférées. 15 000 au Québec par année, d'ici la fin de l'année, c'est énorme. Okay? Donc, la vague, elle est très présente au Québec. Puis donc, on se pose la question, c'est quoi l'impact? Y a-t-il un cas de figure qu'on connaît dans la littérature qui permet d'illustrer ce serait quoi l'effet potentiel d'observer un vieillissement des propriétaires d'entreprises? Bien, le cas de figure, il existe. Okay? Il est au Japon. Puis l'économie japonaise a observé dans l'espace de 15 ans seulement une diminution de 21% du nombre de ces PME. Okay? De sorte que, qu'est-ce que représenterait le risque de reproduire l'expérience japonaise au Québec?
ben, ça serait la fermeture prématurée de 53 475 000 PME. C'est énorme, 53 000. Là, je ne vous parle pas des emplois qui sont associés à ces PME-là. Puis au Canada, ça serait 203 000 PME. Donc, c'est énorme. Okay? L'impact potentiel de ça, ça dépasse de loin les impacts économiques qui ont été mesurés de ceux de la COVID, de ceux de la grande crise financière. Okay? C'est à une autre échelle. Et l'illustration, je vous en parle parce que ça revient constamment dans les médias, c'est le village de Nagoro, okay, qui avait, puis pourquoi c'est important? Parce qu'on sait que les intentions de transfert d'entreprise sont principalement concentrées en région. Okay? Au niveau urbain, il y en a, mais proportionnellement sont plus importantes hors des grands centres urbains. Et le village de Nagoro au Japon, là où il y a eu justement ces diminutions-là, le village avait, à la fin des années 90, à peu près 350 employés. Il y avait 350 personnes. Il y avait des gens qui habitaient là. Il y avait des entreprises. Il y avait un marché. Il y avait un paquet de choses. Mais en 2019, c'est passé de 350 à 35. Et maintenant, la seule activité économique dans ce village-là, okay, c'est qu'il y a une dame qui a décidé de remplacer tous les gens qui ont quitté ou qui sont décédés par des épouvantails, des espèces de poupées format géant là, qui représentent les gens qui ont quitté. Et dans l'arrêt d'autobus, parce qu'il n'y a plus de transport en commun, il n'y a plus rien autour du village, à part la dame qui a ce musée-là, l'arrêt d'autobus, vous voyez, c'est ça l'arrêt d'autobus, et ce n'est que des épouvantails maintenant. Et donc, c'est la menace, hein, quand on parle de la menace fantôme, le spectre de fermeture, je vais être plus précis là-dessus dans la littérature, on parle vraiment de ce risque-là, de voir les régions tout simplement se vider à cause justement du vieillissement de la population, mais l'impact que ça a également sur l'activité économique. S'il n'y a pas d'activité économique, comment aller chercher des immigrants, comment aller chercher des jeunes? C'est un enjeu très, très, très important. Donc, la littérature, bien entendu, nous, je reviens, là, nous, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a l'intention de transfert et il y a le transfert. Okay? Il y a une très grande littérature en finance sur qu'est-ce qui se passe à une PME, surtout les PME familiales, lorsqu'on les transfère. Okay? Et généralement, cette littérature-là montre que ça s'appelle en anglais, c'est succession, family succession. Vous allez là, sur Google Scholar, vous allez voir, il y a énormément d'articles. Là, je cite tout simplement ceux qui reviennent constamment. OK? Et généralement, ce qu'on montre, c'est que quand on a une succession familiale, elle est performante financièrement. Donc, l'entreprise survit, mais elle est moins performante que si c'était un transfert à l'externe. OK? Il y a un papier très, très, très récent là, de Bastier, Siepli et Cussy, en fait, qui vont un petit peu plus loin, très intéressant, qui montrent en fait que dans le transfert à l'interne est également plus performant qu'un transfert à l'externe. Okay? Donc, le fait de vouloir transférer, donc beaucoup de la littérature sur l'entreprise familiale, c'est de transférer à la famille. C'est performant, mais moins performant qu'à l'interne. En fait, c'est quand on le transfère, l'important, c'est de le transférer à des gens qui ont des idées, qui savent quoi faire avec l'entreprise. Ça va revenir dans un de nos épisodes. Donc, ça, c'est la très grande littérature là-dessus. Sur les impacts avant le transfert, donc sur l'intention de transférer, bien, il y a essentiellement deux petites littératures. Il y a la littérature qui s'intéresse vraiment au... excusez, je regarde à l'écran, je vais regarder dans mes notes en avant. OK? Que, dans le fond, le transfert de l'entreprise, quand on sait qu'il va y avoir un transfert, OK? On observe avant le transfert une diminution des activités, de la performance de l'entreprise. Et ça, c'est avant le transfert. Donc, on se doute que, dans le fond, le transfert lui-même peut avoir un impact, je dirais, ex-ante sur les activités de l'entreprise. Et il y a d'autres papiers qui ont mené à la littérature qui s'appelle Shadow of Death, qui dit que pas nécessairement relié à un transfert, ça pourrait être relié à un transfert. Les papiers, les données ne nous permettent pas de... Les articles ne parlent pas
si les fermetures étaient subséquentes à un transfert. Mais il y a d'autres papiers de Grilliquès-Regev, ça a amené à toute la littérature sur l'ombre de la mort ou le shadow of death, qui montre que dans le fond, lorsque on sait qu'une entreprise ferme, okay, une fermeture, ben, si on regarde les mois, les années avant, on se rend compte que l'entreprise sous-performe. Okay? Donc, ce n'est pas une entreprise performante. Donc, cette littérature-là, okay, suggère qu'il y a effectivement un écart entre l'intention du transfert et le transfert. Nous, les seules données qu'on a en ce moment, ben, jusqu'à tout récemment, c'était qu'on observe uniquement l'augmentation de l'intention du transfert. Et lorsqu'on regarde la littérature qui s'intéresse à l'intention de transfert, bien, il y a très peu d'articles. Il y a l'article de Diewisch, Weithofer et Weiss qui s'intéresse aux intentions de transfert des entreprises familiales en Autriche, qui montre que l'intention n'a pas d'influence sur la croissance de l'emploi, mais que le transfert, lui, il y en a un. Okay? Mais qu'il y a un papier plus récent, celui de Tsuruta au Japon, justement, qui montre que l'intention de transfert, lorsqu'on mesure l'intention et le transfert subséquent, lui, il avait des données super intéressantes. Lui, il savait s'il y avait l'intention de transfert et si le cédant connaissait déjà un repreneur potentiel. Bien, dans ce papier-là, il montre que, dans le fond, l'intention de transfert peut menacer la survie de l'entreprise lorsqu'un repreneur n'est pas déjà identifié. Donc, avec cette littérature-là, on distingue essentiellement l'intention de vouloir de procéder à un transfert d'ici 5 ans. Ça, c'est la question qu'on utilise dans l'enquête. Okay? Mais là, on s'intéresse, deux choses qu'on n'observe pas, c'est est-ce que l'entreprise procède au transfert à une période subséquente ou est-ce que l'intention de procéder au transfert avorte? Okay? Donc, cette intention-là ne se réalise pas. Ça ne veut pas dire que l'entreprise va fermer. Ça veut dire que l'intention a avorté. Est-ce que l'entreprise vivote? Est-ce que l'entreprise ferme? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est clair que selon nos données, selon ce qu'on observe, bien, on observe à une période plus tard la performance économique et financière de l'entreprise. Ça, on peut l'observer. Et également, si l'entreprise est là fermée. On ne sait pas la cause de la fermeture. On n'observe pas si l'entreprise a fermé parce qu'elle a été acquise par quelqu'un d'autre, mais on sait juste que le numéro de l'entreprise a disparu et a fermé. Okay? Le registre à l'Agence du revenu du Canada est tout simplement fermé. Donc, nous, ce qu'on s'intéresse, c'est le lien de l'intention de procéder à un transfert d'ici 5 ans sur la performance économique et financière de l'entreprise pour les périodes subséquentes, à cause justement qu'on sait que l'intention est tôt sur une période de 5 ans, ça serait intéressant de mesurer sur au moins 5 ans. Puis on regarde également la fermeture de l'entreprise. Et donc, les deux hypothèses qu'on avait suggèrent que pour la performance économique et financière, si on a ce qu'on appelle l'équivalent de shadow of death, ce qu'on a, nous, on a appelé le spectre la menace fantôme, c'est que si j'ai l'intention de transférer, est-ce que ça veut dire que la profitabilité de mon entreprise va commencer à décliner dans le temps? Okay? Ça, c'est la première hypothèse qu'on va vouloir valider. Et la deuxième, c'est est-ce que le fait de vouloir transférer l'entreprise au cours des 5 prochaines années augmente la probabilité de fermeture de cette entreprise-là? Okay? Donc, c'est vraiment les deux hypothèses. Il y a la menace fantôme. On va la mesurer, cette menace fantôme-là, sur les activités et la performance de l'entreprise sur une période de 10 ans. Okay? On utilise 5 différentes mesures de performance et on va également mesurer le risque de fermeture. Et donc, pour analyser, donc ça, c'est nos deux hypothèses. Okay? Donc, on a l'intention de la menace fantôme, donc c'est est-ce que ça menace réduit l'emploi, le revenu annuel, le profit comptable, les capitaux propres, si ça dépasse le seuil d'exonération fiscale du propriétaire de l'entreprise, donc les dimensions fiscales, okay, pourraient avoir un impact.
mais également si l'intention de procéder au transfert réduit le taux de survie des entreprises. Okay? Donc, pour avoir, on pourrait faire un portrait descriptif de ces choses-là. Bien entendu, la difficulté ici, c'est quoi le groupe de contrôle? Hein? Fait que j'ai l'intention de transférer. La question, c'est, si tu n'as pas l'intention de transférer, ça serait quoi la performance potentielle de ton entreprise si tu n'avais pas l'intention? Ça, on ne l'observera jamais. D'où on a besoin d'une méthodologie qui nous permet de l'estimer, ça. Okay? Et c'est là que Charles arrive. Là, je vais juste rappeler juste les grandes lignes de cette méthodologie-là avant de donner ça à Charles. Écoutez, le dernier prix Nobel qui s'est donné à l'automne, à Guido and Benz de l'Université Stanford, c'est essentiellement sur ces méthodes-là. C'est des méthodes statistiques, d'inférence statistique causale, okay, qui existent dans la littérature depuis 1923, mais que ça a pris énormément de temps à s'intégrer dans les sciences sociales. C'est cette méthode-là, c'est des méthodes, lorsqu'on a un protocole expérimental, c'est celles qui sont utilisées, par exemple, pour tester l'efficacité des vaccins de la COVID-19, mais l'intégration de ces méthodes-là sont un peu plus difficiles dans des contextes où on a des variables observationnelles, des variables d'enquête. Et là, ça a pris du temps. Dans les années 70, Rubin a commencé vraiment à développer des alternatives pour qu'on puisse utiliser cette méthodologie-là avec des données observationnelles sous certaines conditions que Charles va couvrir. Donc, juste pour vous dire que dans la littérature, le papier qu'on présente, il y a essentiellement 3 papiers qui utilisent cette méthodologie-là pour étudier soit les transferts ou les intentions de transfert. Et les résultats qu'on obtient sont très, très, très cohérents, je dirais, avec qu'est-ce qu'eux trouvent. Donc là, je vais laisser Charles vous parler plus en détail de la méthodologie. Y a-t-il un pointeur laser? Oui, mais eux autres, ils ne le verront pas. Eux ne le verront pas. Bon, parfait. Ben, avant de commencer, je veux juste mentionner aussi que en ce moment, au Canada, le registre des entreprises, qui est le registre qui, en théorie, puis normalement en pratique aussi, là, contient toutes les entreprises au Canada. C'est ce registre-là qui est utilisé comme je cherche mes mots, frame, mais c'est en anglais. Vous m'excuserez, ça fait 30 ans que je suis en Outaouais, je commence à être assimilé un petit peu. Des fois, je parle, puis je me dis, oh, en tout cas. Moi, quand j'étais en 1996 au Bureau of Labor and Statistics, j'avais fait des travaux. J'ai parlé pour avoir un registre des entreprises qui est longitudinal. Et les Américains l'ont fait en 2000. Moi, ça fait 20 ans que je n'arrête pas de dire que ça prend ça parce que en ce moment, au Canada, là, si vous prenez le stock d'entreprises dans une année, puis là, vous regardez l'année suivante, les nouvelles entreprises, puis celles qui sont mortes, là, qui sont parties, là, vous prenez le stock, vous faites plus les nouvelles, moins les anciennes. L'année d'après, ce n'est pas cohérent. Ça repart avec un nouveau stock complètement. Il n'y a aucune façon de faire une analyse. Je ne comprends pas qu'un pays du G7 n'ait pas cet outil-là. Et, juste pour vous dire que après plusieurs années, je vais avoir accès à un registre des entreprises expérimentales. Là encore, ce n'est pas officiel, ce n'est pas publié. Je vais être le premier à travailler sur ça. Où là, il va y avoir une cohérence et on va savoir que quand une entreprise disparaît dans le registre des entreprises, si elle a fusionné avec une autre, on va le savoir. On va avoir vraiment tout le suivi. Et là, ça va être cohérent. On va pouvoir faire beaucoup de choses avec ça. Donc, c'était juste une petite... C'est pas une enquête. C'est pas une enquête, non. C'est le registre des entreprises. C'est des données, c'est l'univers au complet. Alors, bon... les matching estimators en anglais, j'appelle ça estimateur d'appariement. J'aime pas souvent parler d'appariement parce que souvent, quand je travaille avec Statistique Canada, ils font des appariements des bases de données, mais c'est pas tout à fait la même chose. Bon, en français, on peut dire estimateur d'appariement, matching estimator. Il y a beaucoup de mathématiques en arrière de ça. Je vais essayer de vous expliquer plutôt l'intuition plus que les mathématiques, mais en gros, Marc l'a déjà dit, bon, on définit une variable Y
qui est le outcome, qui est le résultat. Ce résultat-là peut être, par exemple, le profit moyen. Alors, on veut voir, par exemple, est-ce que le fait d'avoir l'intention de vendre par rapport à pas avoir l'intention de vendre, est-ce que ça a un impact sur le profit moyen, sur la survie, sur est-ce qu'il y a une différence? Mais on ne peut pas juste comparer ces deux groupes-là. Les groupes qui ont l'intention de vendre, les groupes qui juste regarder les moyennes, ça ne fonctionne pas. Parce que là, à ce moment-là, ben, d'un groupe à l'autre, vous n'avez pas deux groupes identiques. Vous allez introduire des biais de sélection. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ce que vous voyez ici, là, quand je dis l'équation ici, là, qui est l'espérance de YI1, donc ça serait le résultat, le profit moyen de la firme I dans la situation 1, qui est l'intention de vendre. OK? Puis là, on pourrait le comparer moins YI0, donc ça serait le profit moyen des firmes qui n'ont pas l'intention de vendre, mais c'est pour, on essaie de calculer l'effet de la firme sur ceux qui ont l'intention de vendre. Donc, INTV, c'est intention de vendre égale 1. Alors, le YI0, là, étant donné l'intention de vendre égale 1, ça n'existe pas. Ça. Ou bien la firme, elle a l'intention de vendre, ou elle n'a pas l'intention de vendre. Alors, si elle a l'intention de vendre, on observe ses outcomes, ses résultats, ses caractéristiques. On observe intention de vendre, mais on n'observe pas ces résultats-là si elle était dans la situation contrefactuelle. Et là, c'est ce que le Matching Estimator cherche à faire. Il cherche à avoir deux groupes qui sont comparables dans leurs caractéristiques pour pouvoir dire que le résultat, le profit moyen, n'est pas dû à ces caractéristiques-là, parce qu'entre les deux groupes, il n'y a pas de différence de caractéristiques. La seule différence, c'est d'avoir l'intention de vendre versus ne pas avoir l'intention de vendre. Donc, on attribue les résultats à cette intention-là. Okay? Donc, ce qu'il faut trouver, c'est un contrefactuel, là, quand vous voyez la dernière l'équation 1, là, okay? Vous voyez que c'est, je l'avais laissé en anglais, là, N1 égale number of treated units. Ça, c'est le nombre de... Bon, pourquoi j'ai treated units? Je vais donner un petit exemple tantôt. C'est que cette technique-là a été toujours employée beaucoup dans le monde médical. Quand tu veux avoir l'effet d'un médicament sur le cancer, par exemple, ceux qui ont reçu le médicament versus ceux qui n'ont pas reçu le médicament, ceux qui ont reçu le traitement. Souvent, on parle du traitement. C'est sûr que l'intention de vente, ce n'est pas un traitement comme tel, là, mais dans le vocabulaire, on utilise souvent les traités versus les non-traités. C'est juste pour vous dire ça. Alors là, ici, vous voyez, c'est la sommation sur les traités seulement. Donc, le YI0, il n'existe pas. Il faut trouver un contrefactuel à ça. En la slide, c'est comme... Ouais. C'est bon. Bon. Maintenant, pour pouvoir faire ça, on a besoin d'hypothèses. Deux hypothèses très importantes qui, ensemble, donnent l'hypothèse d'ignorabilité. Ce que ça dit, la première hypothèse, ça dit que, dans le fond, le traitement, si on veut, là, le choix de vouloir vendre ou pas vendre, est indépendant du résultat, étant donné les X, étant donné les caractéristiques. Et ça, c'est la partie importante, parce que, dans le fond, ce qu'on cherche à faire, c'est est-ce que le choix de vouloir vendre ou pas vendre a un impact sur les Y? Donc, il ne peut pas être indépendant s'il y a un impact. Ici, ce qu'on pense, c'est de l'outcome potentiel. Okay? Donc, en fait, c'est plus une hypothèse qui énonce, c'est plus sur la sélection. Okay? Donc, un exemple, si c'était par exemple pour un traitement sur le cancer, la personne qui décide qui a le traitement, qui ne l'a pas, sait que ça fonctionne mieux, par exemple, pour les hommes. Donc, il choisit plus d'hommes dans sa sélection. Là, vous allez avoir des outcomes biaisés à la fin. Donc, cette hypothèse, un autre exemple, imaginez, puis là, je prends un exemple qui ne sont pas nécessairement des firmes parce que parfois, c'est plus facile à comprendre. Supposez, justement, vous avez un traitement pour le cancer. Il y en a qui ont reçu le traitement, d'autres qui ne l'ont pas reçu. Mais les individus que vous comparez, c'est deux clones qui vivent dans le même environnement socio-économique, qui mangent la même chose à tous les jours, ou même tout, c'est des clones identiques, pareil. Okay? Puis, en bout de ligne, si vous voyez que pour un individu, le traitement a fonctionné, puis l'autre non, là, vous pouvez dire que c'est le traitement qui a fonctionné et non les variables socio-économiques ou d'autres variables environnementales. Donc, c'est le but. Il faut que les X soient les mêmes. Alors, ce qu'on dit, c'est que deux entreprises
qui ont exactement les mêmes caractéristiques, il n'y a pas de a priori avoir l'intention de vendre ou pas avoir l'intention de vendre. Il n'y a pas de self-selection, il n'y a pas de biais. C'est ce que cette hypothèse-là dit. La deuxième hypothèse dit tout simplement que pour au moins quelques observations, mais pour toutes les caractéristiques, okay, la probabilité, l'intention de vouloir vendre, qui est égale à 1, okay, et entre C et 1 moins C, mais autrement dit, ce que ça dit, c'est qu'il faut que C soit plus grand que 0. Ce que cette hypothèse-là dit, c'est que chaque observation, chaque firme qui a l'intention de vendre. Quand on est en haut, bébé? Oui. C'est une question. Mais Marie est en train de parler. Ah. Je suis désolée, je pensais que mon micro était fermé. Ah, OK. Ah, c'est pas grave. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un chevauchement entre les observations. C'est-à-dire que la probabilité de vouloir vendre n'est jamais nulle. OK? N'est pas nulle. Un exemple, et pour ça, par exemple, si vous vouliez regarder, vous vouliez comparer deux groupes, le groupe qui reçoit des crédits d'impôt pour enfants versus un groupe qui ne reçoit pas de crédit d'impôt pour enfants. Okay? Bien, dans vos variables à droite, là, les X, pour essayer d'expliquer ça, vous ne pourriez pas avoir une variable, par exemple, 0,1 à un enfant, puis il n'y a pas d'enfant. Parce que le fait d'avoir des enfants expliquerait parfaitement le fait d'avoir des crédits d'impôt. Et là, la probabilité est comme 1, puis la probabilité de ceux qui est 0. Donc là, il n'y aura pas de chevauchement. Les caractéristiques, en gros, ce que ça dit, c'est qu'il y a des caractéristiques communes. Il ne faut pas que vous ayez deux populations totalement différentes sur toutes les caractéristiques. Il faut qu'il y ait un chevauchement dans les caractéristiques. Un exemple que je vais vous donner, j'ai vu une étude il y a quelques années faite par une agence fédérale, mais qui voulait regarder l'impact d'une subvention, d'une aide gouvernementale aux entreprises. Alors, de savoir est-ce que la subvention a un impact sur le profit, la croissance de l'emploi. Puis là, il regardait ça sur un certain nombre de périodes. Et là, il trouvait que oui, ceux qui ont eu l'aide gouvernementale, la subvention, vraiment performaient mieux au bout de la période observée. Mais quand tu regardais les caractéristiques des deux groupes, dans un groupe, il y avait 24% qui venaient du secteur manufacturier. Puis dans l'autre groupe, tu en avais juste 5% qui venaient du secteur manufacturier. Or, moi, je suis allé voir, sur la période considérée, la croissance du secteur manufacturier était comme de 15% par rapport aux autres qui étaient de 2%. Donc, l'effet de dire la subvention pas subvention, la raison pour laquelle il performait mieux, ce n'est pas parce qu'il était dans le groupe qui avait reçu une subvention, c'est parce qu'il y avait juste plus. Dans ce groupe-là, il y avait juste plus de firmes qui venaient du secteur manufacturier qui avaient mieux performé. Les X n'étaient pas égales, et ne pouvaient pas être comparés. Donc, ça explique ça, je pense que c'est la sélection des X. Donc, je pense que ça explique bien le cas. Alors, l'hypothèse, surtout l'hypothèse I, c'est une hypothèse qui est assez forte. Il n'y a pas de test statistique vraiment pour tester ça, mais on peut avoir, il y a des méthodes quand même qui existent pour avoir une idée de c'est-tu plausible, est-ce que c'est pas plausible. J'en parlerai pas, ça peut être assez long, c'est très mathématique, mais disons que c'est possible. La deuxième, c'est assez simple parce que si on n'a pas de chevauchement, on ne sera jamais capable d'apparier les firmes qui ont l'intention de vendre avec celles qui n'ont pas d'intention de vendre. Et je vais parler de la technique plus précisément là aussi. Mais disons qu'une fois qu'on a accepté ces hypothèses-là, on réécrit l'équation. Vous voyez la deuxième équation. Et là, le YI0 existe parce que c'est le YI0 de ceux qui n'ont pas l'intention de vendre, mais ils ont les mêmes X. Donc, dans le fond, c'est de dire, on prend des firmes qui ont ces caractéristiques-là, puis on veut les matcher avec d'autres firmes qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Donc, s'il y a une différence dans les choses qu'on observe, ça va être juste sur l'intention de vendre puis pas vendre. C'est la confusion qu'on va faire là-dessus. Et voilà. Et je vais parler de... ça, je l'ai déjà dit. Donc, ça tient compte du biais de sélection. J'ai déjà dit associé. Bon, l'avantage et l'inconvénient, oui, bien adapté aux données transversales, données d'enquête. Ça, c'est bien important. Aucune hypothèse sur la forme fonctionnelle de distribution.
Contrairement, par exemple, à des régressions moins de carré ordinaire où là, le logistique, où là, ça prend des hypothèses sur la forme fonctionnelle. En fait, on a besoin de 5 hypothèses pour que l'estimateur soit non biaisé. Donc, c'est cet avantage-là. Là, je veux juste vous parler un petit peu de comment ça fonctionne, parce que ça, si on veut, moi, je l'ai fait avec le logiciel SAS, et il y a des options. Parce que il y a différentes méthodes d'appariement, de matching. Et par exemple, dans l'étude que j'avais parlé, il avait essayé de faire une méthode d'appariement par vecteur. C'est-à-dire qu'un vecteur de X, de caractéristiques X, il essayait de le matcher directement avec le même vecteur de caractéristiques. Mais ici, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle un propensity score. Alors, le propensity score, ce qu'il fait, c'est qu'on calcule cette probabilité d'avoir l'intention de vendre versus pas avoir l'intention de vendre avec un modèle logistique. C'est pour ça que souvent, c'est appelé aussi des méthodes semi-paramétriques. Alors, dans la régression logistique, ce que vous avez, c'est qu'à gauche, vous avez une variable 0,1, intention de vente, pas l'intention de vente. Et à droite, vous avez des variables qui essaient d'expliquer cette intention-là. Vous allez, bon, évidemment, ici, la forme fonctionnelle, ici, oui, ici, c'est avant le matching, il y a une forme fonctionnelle, mais pour une variable 0,1, la régression logistique est très bonne. Et là, vous allez obtenir des paramètres de ces X-là, des paramètres qui vont expliquer cette intention-là. Et après, ce que vous faites finalement, c'est que vous prenez dans votre base de données, chaque entreprise, vous mettez des valeurs de X dans ces paramètres-là, et là, vous obtenez de calculer une probabilité. C'est ça qui est le score. Et le match va se faire sur cette probabilité-là. Autrement dit, vous allez vouloir matcher des firmes qui ont la même probabilité, mais aussi, ça va être en moyenne. Ce n'est pas 1 à 1. Ça peut arriver que quand je fais, mettons, 2000 entreprises que je match, ou 200 ou 400, ça peut arriver qu'ils n'ont pas tout exactement. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de différence statistique en moyenne entre les deux groupes. Alors, s'il n'y a pas de différence statistique en moyenne entre les deux groupes, ça ne peut pas être cette caractéristique-là qui explique le résultat. Il faut que ça soit le traitement à ce moment-là. Donc, la régression, une fois qu'on a donc, vous pouvez voir cette probabilité calculée-là comme elle somme vraiment toutes les informations. Si vous avez deux firmes qui ont des X très différents, la P calculée va être très différente parce que vous prenez ces X-là, vous les mettez dans les paramètres, vous multipliez, là, puis vous sommez, puis là, vous calculez. Donc, les probabilités sont très différentes ou celles qui vont être pareilles vont avoir des chances d'être appareillées ensemble. OK? Donc, il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes avec remplacement. C'est-à-dire que vous pouvez voir ça comme, supposons que vous avez 200 firmes qui ont l'intention de vendre, vous voulez les appareiller avec 200 firmes très similaires qui n'ont pas l'intention de vendre. Bien, pour réussir à matcher les 200, ça vous prend pas mal plus que 200. De l'autre côté, ça vous prend un plus grand bassin là, parce qu'il y en a là-dedans que les caractéristiques vont être très différentes. Vous ne pourrez jamais les appareiller. Okay? Et c'est d'où il faut avoir un chevauchement entre les caractéristiques entre ces deux groupes-là, ce que je vous ai déjà dit. Alors là, la méthode d'appariement, il y en a différentes. Il y en a avec remplacement par remplacement. C'est-à-dire que là, vous avez vos 200 à matcher avec, mettons, vous avez un bassin de 1000. Donc, dans ces 1000-là, vous voulez en trouver 200 qui sont très similaires aux 200 qui ont l'intention de vendre, qui ont des X assez similaires. Et là, vous pouvez prendre, par exemple, la première observation, puis là, regarder, OK, lequel a une probabilité similaire, très proche, et là, vous pouvez calculer les distances. En fait, ce que le programme fait, c'est qu'il calcule les distances entre chaque paire. Puis là, il optimise, il match ceux qui sont vraiment les plus proches possibles. Mais il y a des techniques aussi avec remplacement. C'est-à-dire qu'une fois qu'une firme qui a l'intention de vendre est matchée avec une firme qui n'a pas l'intention de vendre, on pourrait prendre la firme qui n'a pas l'intention de vendre, la remettre dans le lot. Et elle pourrait être rematchée avec une autre observation. Ça s'appelle avec remplacement. Là, il y a des techniques, ça biaise. Évidemment, les tests statistiques, il y a des méthodes pour ajuster pour ça, tout ça, mais on n'a pas employé cette méthode-là, justement, pour ces raisons-là. Ensuite, il y a la méthode optimale, greedy. La méthode greedy, ça peut être approprié dans certains cas. Le problème, c'est que vous prenez votre première observation qui a l'intention de vendre, vous la matchez avec une qui n'a pas l'intention de vendre et matchez, vous la sortez. Là, vous prenez la deuxième, vous faites pareil. Vous cherchez, vous cherchez. Le problème avec ça, c'est que ça, c'est une sélection qui est séquentielle.
Si vous recommencez le matching avec l'ordre inverse, vous allez obtenir un autre résultat. Nous, on va avoir des résultats constants là, à la fin. On ne veut pas que les résultats dépendent de l'ordre du matching. Donc, on n'a pas fait greedy non plus. Fixed ratio, nous, on a fait la méthode optimale. Je vais en venir avec ce que c'est, mais la méthode variatio, ça, c'est une méthode qui est matchée, si je me rappelle bien, celle-là, on ne l'a pas utilisée. Ah, c'est ça. Chaque unité est associée à une ou plusieurs unités de contrôle aussi. Donc, c'est une autre méthode qui est un peu comme pas nécessairement comme la greedy, parce que la greedy, on la sort, mais celle-là, il y en a une qui est matchée et un peu comme avec remplacement aussi, mais elle peut être, non, parce qu'avec remplacement, vous en matchez une, vous la remettez, elle peut être matchée qu'une autre. Donc, c'est assez similaire, mais il y a des petites différences quand même, parce que ça peut être plus qu'une unité de contrôle. Une firme, au lieu d'en avoir, donc tu peux en avoir plus qu'une. La méthode qu'on a utilisée, optimale, elle a fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que elle va calculer la probabilité pour ceux qui ont l'intention de vendre, pour ceux qui n'ont pas l'intention de vendre. Et là, elle va comparer les 200 avec les 1000, chaque paire, puis elle va optimiser celles qui sont les plus proches. Et là, il y a des options, par exemple, caliper, ces choses-là. C'est-à-dire que si vous pouvez voir ça comme un nuage de points qu'on compare avec un autre nuage de points, des observations. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y en a que leur probabilité est tellement loin de la firme qu'on ne veut même pas essayer de les comparer. Donc, on peut mettre caliper.25, on va dire toutes celles qui ont des probabilités qui dépassent 25 %, on n'essaye même pas de la calculer. Ça réduit le temps de calcul. On n'essaye même pas de voir si c'est une paire optimale. Et ils sont trop loin, c'est qu'on les élimine. Donc, il y a moyen de trimer un petit peu là, pour que ça soit un petit peu plus efficace. Je pense que pour finir, c'est juste ma note. Dans certains cas, la variable est assez importante qu'on peut mettre une option, ici on en a mis une, qui s'appelle exact match. C'est-à-dire que, oui, le score de matching va se faire sur le score sur la probabilité, mais je peux ajouter une condition supplémentaire, dire oui, il faut que les probabilités soient les plus proches, mais en plus, cette variable-là, là, je veux qu'elle soit matchée avec celle-là, il faut qu'elle soit identique. Je ne peux pas le matcher quelqu'un qui a un président de compagnie qui a les yeux bleus avec un président de compagnie qui a les yeux rouges. Il faut que ça soit les yeux bleus. Le reste, la probabilité de tout le reste, toutes les autres caractéristiques, OK, mais celle-là. Alors ici, on a utilisé un exact. Puis parce qu'on avait une enquête, donc des pondérations, il y avait des pondérations pour que ça soit représentatif de l'ensemble des entreprises canadiennes. Mais là, dans le matching, ces pondérations-là ne sont pas nécessairement, en fait, on compare deux groupes, ils ne sont pas nécessairement, font pas partie du processus de matching comme tel, mais ici, je l'ai inclus parce que dans notre échantillon, il y a des firmes qui, dans l'intérieur de leur strate, représentent 2 firmes, mais il y en a d'autres qui en représentent 800. Et moi, je ne voulais pas qu'il y ait un match entre une firme qui en représente 2 et une qui en représente 500. Donc, j'ai créé des catégories de strates et j'ai dit qu'une des conditions, toutes, oui, on match sur des probabilités, mais aussi, il faut que je fasse partie de la même strate qui représente le même poids. Parce que cette strate-là, des informations, cette enquête-là a été faite sur la taille des entreprises et sur des industries. Donc, ça, on l'avait. Et je vais finir en donnant un exemple. Okay? Si, par exemple, puis là, un exemple, on regarde ceux qui ont l'intention de vendre, ceux qui n'ont pas l'intention ceux qui n'ont pas l'intention de vendre. Si, par exemple, supposez, par exemple, qu'une province canadienne, en Alberta, il y avait une loi qu'au bout de 5 ans, tu es obligé de vendre. Je sais que c'est le mot, ce que je dis là, mais on est bon, les économistes, pour faire des hypothèses. Supposez un monde qui est comme ça, OK? Et que vous ne mettez pas cette variable-là dans votre régression de logistique, dans votre truc de matching, vous n'avez pas cette variable-là. Et là, ça va biaiser votre échantillon parce que si dans un groupe, j'ai 25 % des firmes qui viennent de l'Alberta, puis dans l'autre, j'en ai juste 3 %, puis les gens de l'Alberta sont obligés de vendre au bout de 5 ans, bien là, c'est un peu comme l'exemple que vous avez dit tantôt, là, ça ne marche pas. Il faut vraiment que, non seulement il faut que les X soient tous pareils,
mais il faut être certain d'avoir toutes les caractéristiques qui expliquent ce choix-là. Si vous avez une variable omise, remarquez, c'est la même chose dans une régression de moyenne carrée ordinaire. Si vous avez une variable omise, ça biaise vos tests statistiques. Ici, il n'y a pas de test statistique, on compare les deux groupes, on compare les proportions, puis on regarde si le test statistique, c'est sur les proportions ou sur est-ce qu'il y a une différence significative entre les résultats. Et c'est ce qu'on regarde. Alors, on se pose, c'est très différent. Plus vous prenez de caractéristiques, plus vous avez de chances d'être certain de vos résultats, d'avoir des résultats plus robustes. Hein. Mais plus vous avez de caractéristiques, plus ça commence à être difficile de matcher. Là. Plus ça commence, parce que là, les probabilités calculées, plus il y a de caractéristiques, mais plus ils vont différer d'une entreprise à l'autre, à moins d'avoir des entreprises très homogènes. Donc, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, on traite l'hétérogénéité et on se trouve à faire ça. Donc, c'est pas mal, je ne sais pas si on a une question juste à la fin. On va reporter les questions à la fin. C'est ça. Puis juste pour présenter les résultats. Vous allez voir, là, dans les résultats, vous voyez très bien qu'avant l'appariement, des fois, il y avait des grandes différences. Après l'appariement, il n'y a plus de différence statistique. Donc, on ne pourra pas dire, l'effet, le profit moyen ou la survie est dû à la différence de ces caractéristiques-là. Non, parce qu'il n'y a pas de différence statistique entre les deux groupes. Alors, c'est ça. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a une c'est sûr que dans le rapport là, qui est disponible là, sur les sites, c'est un rapport pour le CETEC. Il y a des aspects méthodologiques super intéressants que le CETEC nous a demandé d'enlever. On a gardé ça au strict minimum dans une appendice, mais ça va être inclus là, dans un papier qu'on est en train de traduire. Le papier est traduit, là, maintenant, on est en train de le réécrire pour le soumettre à Small Business Economics, là, parce qu'il y a un aspect méthodologique ici là, qui est très intéressant, c'est-à-dire d'utiliser comme match la représentativité de la firme. Okay? Donc, c'est le point qui est important. Donc, puis, juste pour dire aussi, c'est que j'ai passé plein d'années. Il a passé beaucoup d'heures. Mais par exemple, juste un exemple comme ça, quand on fait la régression logistique, les caractéristiques pour essayer d'expliquer le choix, si vous avez plus qu'une variable continue là-dedans, là, ça vient changer les tests statistiques. Alors, il y a beaucoup d'économétrie, beaucoup de mathématiques en arrière de ça. J'ai été très bien. Donc, les données viennent de où? Bien, les données viennent essentiellement de la même enquête, mais comme on le mentionnait, les rapports 1 et 2 qu'on avait fait pour le CETEC, en fait, viennent de la 2017, qui était relié à ce qu'on appelle, qui était couplé, hein, le mot c'est le couplage, qui était couplé aux données financières de l'Index général des renseignements financiers des entreprises. Là, le problème, c'est qu'on a effectivement, en 2017, on observe les mêmes types de questions. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les suivre à cause qu'on n'avait pas les données sur 5 ans. Donc, ce qu'on a fait, on a pris l'enquête de 2007 à la place. On a regardé les mêmes questions. Et là, on a pu, parce que c'était couplé avec la banque de données longitudinale de ces entreprises-là, les données financières, jusqu'en 2019, on a pu les suivre au moins jusqu'en 2017. C'est un choix arbitraire, là. Puis vous allez voir avec les résultats, c'est un choix arbitraire, oui, 10 ans, pourquoi pas 12, pourquoi pas 15. On a pris 10, c'était le double du 5 qu'on souhaitait, mais vous allez voir, là, je pense que c'était suffisant. Ça arrêtait de l'indice général de Giffey, qui se trouve avec des balance sheets de compagnie. Je pense que c'est des balance sheets. Ça arrête en 2017. C'est des données administratives, ça, qui viennent de l'Agence de revenus du Canada. Donc, rapidement, juste pour vous montrer, là, okay, c'est ça qui est important, c'est l'appariement. Okay? Donc, l'appariement, c'est ce qu'on vous montre ici. Là. Vous avez ici 1078 entreprises de l'enquête. Okay? Je vous ai dit, c'est une enquête qui a à peu près 13 000 PME, mais il y en a 1078 qui ont affirmé. OK? Ça, c'est 1078, ça, c'est non balance. Ce n'est pas pondéré. Là. OK? C'est 1078 qui affirmaient avoir l'intention de transférer, alors qu'il y en a 35 530 qui disaient qu'ils n'avaient pas l'intention de transférer. Donc, vous voyez juste sur le nombre, par exemple, okay, d'entreprises qui veulent transférer,
il y a le nombre d'employés moyens de ces entreprises-là, c'était 25,5, alors que pour celles qui n'ont pas l'intention de vouloir transférer, c'était 33,69. Okay? Donc, les entreprises sont un petit peu plus grosses. Suite à l'appariement, okay, tout le processus que Charles vient d'expliquer, il n'y a pas de différence statistique entre les deux. OK? Et ça, regardez, là, vous avez ici les secteurs industriels aussi. Vous avez intensif en main-d'œuvre, ça, c'est une classification de PAVIT que Charles m'a fait découvrir à l'époque où j'étais à Industrie Canada. C'est beaucoup plus performant que d'utiliser les NAICS quand on fait ce genre de travail-là. Et là, vous voyez, intensif en main-d'œuvre, intensif en ressources, intensif en rendement d'échelle, tout ça. Il y en a certaines de ces catégories-là que, dans le fond, il n'y a pas vraiment de différence statistique avant l'appariement, mais il n'y en a pas non plus après l'appariement. Il y avait juste intensif en sciences. On voit qu'il y a une proportion légèrement supérieure avant l'appariement pour celles qui n'ont pas l'intention d'être transférées, mais suite à l'appariement, c'est ça qu'on recherche. Il n'y a pas de différence statistique entre les deux groupes. OK? Ça, c'est pour le nombre d'employés et le secteur. Ça, généralement, ça épuise. Dans la littérature, ça épuise ce qu'on utilise comme observable pour dire, bon, on a balancé les deux groupes. Ça ne s'arrête pas là. Parce que, juste pour dire, là, Marc, juste pour dire, là, l'idée derrière ça, au lieu de prendre le NAICS comme tel, là, qui est la classification industrielle, là, on s'est servi des NAICS quand même. Il y a certains NAICS qu'on sait qui sont intensifs en main-d'œuvre. Mais le fait que ce soit une caractéristique intensive en main-d'œuvre, les structures de coût, quand tu es intensif en main-d'œuvre, c'est pas la même chose que tu es intensif en rendement d'échelle. Donc, c'est important qu'entre les deux groupes, ça soit très balancé. On voyait intensif en sciences, 7,51 ont l'intention de transfert. Après l'appariement, c'est toujours 7,51 parce que c'est le même nombre d'observations, 1078. Mais on voit que avant l'appariement, on avait 9,46 qui était intensif en sciences. Puis après l'appariement, c'est 8,16. Puis la probabilité plus grande que Z, là, ça, c'est la probabilité, justement, qu'il y ait une différence statistique. Alors, on voit que la probabilité, qu'il y a une différence statistique, dans le premier cas, c'est 0,03, il y en a, puis dans l'autre cas, 0,5748, il n'y a plus de différence significative. Donc, à la fin, on ne pourra pas dire « Oh, oui, mais ces entreprises-là par exemple, font plus d'innovation. » On pourrait arriver à cette conclusion-là. Ceux qui ont l'intention de vendre font plus d'innovation, mais en réalité, ça ne serait pas à cause qu'ils ont plus d'innovation. Ceux qui n'ont pas l'intention de vendre, c'est parce qu'ils seraient plus intensifs en sciences. On ne veut pas que le résultat soit dû à ça. On enlève cette érogénéité-là. C'est ça l'appariement, c'est ça qui fait. Oui. Juste une petite question sur le niveau d'intensité. De ce que je comprends, c'est 0, 1 et c'est mutuellement exclusif. C'est-à-dire que tu es dans une de ces catégories-là ou pas. C'est ça. C'est ça. Exactement. Exactement. Tu ne peux pas être intensif en main-d'œuvre puis intensif en même temps. Il faut choisir. C'est mutuellement exclusif. Okay. Et donc, on fait la même chose au niveau des régions. OK? Ça, on le voit. Et ça, c'est donc taille d'entreprise, industrie, région. Et là, attachez vos trucs, je ne vous présente pas. C'est exactement les mêmes tableaux. OK? On l'a fait. En fait, on a utilisé l'ensemble des caractéristiques de l'enquête. L'enquête est intéressante parce qu'elle nous donne des caractéristiques de l'entreprise et elle nous donne des caractéristiques de son propriétaire. OK? Au niveau des entreprises, je m'excuse, là, c'est petit parce que vous voyez le nombre de tableaux qu'on a, c'est absolument impossible à mettre, mais on a le nombre d'entreprises. On a également la structure de financement. OK? Donc, on a regardé le taux d'intérêt moyen sur les prêts. On a matché là-dessus. Là. OK? On regarde différence avant et après. Il ne faut pas qu'il y ait de différence après. Donc, le groupe de contrôle respecte la même distribution. Taux d'intérêt moyen, demande de financement externe, application de crédit bancaire et fonds de roulement, financement gouvernemental, programme de financement des petites entreprises, financement de crédit bail, financement en capitaux propres, aide gouvernementale, prévoit faire une demande de prêt dans les 12 prochains mois. Balancé. Le groupe contrôle est exactement pareil que ceux qui veulent transférer. Mode de démarrage, est-ce que l'entreprise a été acquise par la famille? Acquisition externe, un ex nihilo, ça aussi.
Cycle de vie, est-ce que c'est une entreprise en démarrage, en début de commercialisation, en forte croissance, en maturité, nombre d'années que l'entreprise fait des ventes, balancé encore. Groupe contrôle. Oui, juste pour dire, ça, à mon avis, c'est ça, quand on fait ça, il faut connaître un petit peu, il faut savoir un petit peu ce qu'on fait. Vois-tu, le cycle de vie? Pour moi, ça, c'était une variable qui était très importante qu'elle soit balancée. Parce qu'à mon avis, le fait d'être en démarrage versus des firmes en maturité, on ne veut pas avoir dans un groupe 50 de firmes à maturité, puis dans l'autre groupe, juste 20 On veut que ça soit équilibré parce que l'impact sur l'intention de vendre, d'habitude, quand tu es en démarrage, tu n'as pas l'intention de vendre, tu démarres. À moins que tu viennes d'inventer un fromage, tu veux vendre à Saputo, tu l'achètes 2 semaines. Ça, c'est déjà arrivé. Mais sinon, c'est très important. Donc, comme Marc dit, tout ça, là, faire de la R&D, tout ça, il n'y a pas de différence statistique entre les deux groupes. On ne pourra pas dire qu'après, le résultat, c'est dû parce qu'il y a une différence. C'est ça. OK. Puis même le statut juridique, et là, ça, c'est pour les caractéristiques de l'entreprise. Là, on regarde les caractéristiques de son propriétaire majoritaire. On a regardé, est-ce qu'il est immigrant de moins de 5 ans? Est-ce que c'est une femme, c'est-à-dire la propriété? Est-ce que une femme, c'est-à-dire détient au moins 1% de la PME? Est-ce que c'est un autochtone? OK? Je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est en italique. Est-ce que c'est une minorité visible? Est-ce que le propriétaire a des actifs qui valent plus d'1 million? Est-ce que le propriétaire parle anglais, parle français ou parle sa langue maternelle, c'est une autre langue? Tout ça, c'est balancé une fois l'appariement réalisé. Toutes ces caractéristiques-là font que le groupe qui souhaite transférer et le groupe contrôle, il n'y a pas de différence entre les deux. OK? Sur la base de toutes ces caractéristiques-là. Pourquoi autochtone? Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment juste. OK. Pourquoi autochtone est en italique? Autochtone, c'est un bel exemple. OK? Ça représente une très petite portion de l'échantillon. C'est à peu près 2 okay, de ceux qui veulent transférer, à peu près 3 pour celles qui ne veulent pas transférer. Quand on a balancé, c'était suite à l'appariement, c'était significatif, mais au niveau de 10 ça ne l'était pas au niveau de 5 Donc, on l'a gardé, mais c'est statistiquement, on l'a conservé. Ce que je voulais dire, là, comme dans une moyenne carrée ordinaire, le fait d'ajouter des variables qui sont, disons, non pertinentes ou non significatives, ça ne vient pas biaiser. Alors, le truc d'Autochtones, quand j'ai essayé de balancer, d'avoir le même pourcentage d'Autochtones dans les deux, premièrement, il y en a tellement peu que c'était impossible à faire. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nos résultats vont être dus au fait qu'il y a 0,38 de plus d'Autochtones d'un groupe que dans l'autre? Et la réponse, c'est non, parce que j'ai refait toutes les estimations en juste éliminant les Autochtones. Donc, c'est une variable qui est un peu irrelevant de toute façon. Étienne avait une question, je pense. Je réponds sur la prochaine question. OK, bon. OK. Donc, il y a des variables, par contre, qu'on n'a pas pu réussir à balancer. OK? Et ça, c'est intéressant parce que, bien entendu, vous vous rappelez l'introduction, c'est le vieillissement des propriétaires de PME qui inquiète. En fait, l'âge du propriétaire, OK, n'a pas d'impact. OK? L'âge du propriétaire, une fois qu'on a appareillé, le groupe contrôle est identique au groupe traité, donc aux ceux qui veulent transférer. Par contre, le nombre d'années d'expérience passées dans l'entreprise, ça, c'est co-déterminé avec l'intention. On ne peut pas conditionner sur le nombre d'années d'expérience, ni sur l'expérience du propriétaire dans l'entreprise, plus de 16 ans, sur les intentions de croissance dans les 2 prochaines années. On le voit, le groupe qui veut transférer et a la moyenne est de 37, alors que ceux qui ne veulent pas transférer est de 55 à peu près. Après avoir été balancé, ce qu'on observe, c'est que ça baisse à 49,7, mais le groupe contrôle est encore supérieur à ceux qui veulent transférer. Puis ensuite, entreprise sur le déclin. Donc, est-ce qu'on observe une décroissance des ventes dans la dernière année? Il y en a près de 20 chez ceux qui veulent transférer. Uniquement 4 c'est chez ceux qui ne veulent pas transférer. Même après avoir fait l'appariement,
Celles qui ne veulent pas transférer, le maximum, c'est 6,12. Donc, ça veut dire que ces variables-là, l'expérience du propriétaire, les ambitions de croissance, et là, ambition, croissance actuelle de l'entreprise, c'est des choses qui sont impossibles à balancer, à trouver le groupe de contrôle. Moi, je ne dirais pas de même, parce que c'est pas qu'on a essayé, on ne veut même pas essayer, c'est des outcomes, c'est des résultats. Il faut que vous voyez, à part l'âge moyen du propriétaire, où là, on ne voulait pas avoir des gens beaucoup plus vieux d'un groupe que dans l'autre, mais pour le reste, vous devez voir comme un résultat au même titre que le profit moyen, au même titre. Alors, ce qu'on dit, juste une slide, ce qu'on dit, dans le fond, c'est que, par exemple, pour l'entreprise sur le déclin, ce qu'on dit, c'est que vous voyez, il y en a, après l'appaiement, ceux qui veulent, qui n'ont pas l'intention de vendre, ont en proportion moins, on est où là? On est 19,67. Puis avant l'appaiement de taquin, on est encore plus loin après l'appaiement. Donc, l'entreprise, il y a plus, en proportion, il y a plus d'entreprises sur le déclin dans les gens qui ne veulent pas vendre. Donc, on ne peut pas dire que ceux qui ont l'intention de vendre ont des entreprises, comme résultat d'entreprises plus sur le déclin. C'est un résultat, il faut le voir. On ne veut même pas essayer de balancer ça. Même chose pour l'expérience de plus de 16 ans. C'est un résultat. Donc, on pourrait dire que les gens qui ont l'intention de procéder à un transfert, en proportion, il y a moins de gens qui ont l'expérience plus de 16 ans. Et là, quelqu'un pourrait dire, oh oui, mais ça va-tu faire une différence? Ça, l'expérience propriétaire, ça peut-tu expliquer? Ben non, parce que il aurait fallu que le résultat soit inverse. Il aurait fallu qu'il y ait une plus grande proportion de gens qui ont plus d'expérience qui veulent procéder à un transfert. Parce qu'on pourrait dire, quand tu as beaucoup d'expérience, quand tu es rendu à 80, ou quand tu es rendu vieux, ou quand tu as beaucoup d'expérience, c'est normal que tu aies plus de chances de vendre. À un moment donné, tu arrives en fin de vie, tu veux transférer. Mais ici, non seulement on trouve l'inverse, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'intention de transfert, il y en a moins qui ont plus d'expérience de plus de 16 ans. Donc, il faut le voir comme des outcomes. OK. Donc, pour les résultats, okay, ça va être très rapide. Okay? Donc, je vous parlais de la menace fantôme. Okay? Donc, est-ce que l'intention de vouloir transférer a un impact négatif sur les revenus moyens des entreprises? Ben, on montre que sur une période de 10 ans, s'échelonnant sur 10 ans, l'intention entre la différence sur les ventes annuelles, le nombre moyen le nombre d'employés, il n'y en a pas de différence. Okay? Donc, une entreprise qui souhaite transférer versus les entreprises qui ne souhaitent pas transférer, en termes, lorsqu'on observe au cours des 10 prochaines années, le nombre moyen d'employés, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc, l'intention de transfert n'a pas d'impact sur une période de 10 ans sur le nombre d'employés. Okay? Donc, sur la croissance de l'emploi. C'est ça, sur la croissance de l'emploi. On voit que ça augmente, mais il n'y a pas de différence entre les deux groupes avec le groupe contrôle. Sur les revenus moyens, même résultat. Pas de différence entre le groupe qui souhaite transférer et ceux qui ne veulent pas transférer. Menace fantôme 3, sur la profitabilité. Aucune différence sur les 10 prochaines années entre les deux groupes. Même chose sur les capitaux propres de l'entreprise, donc la différence entre les actifs et les passifs. Également sur le gain, l'estimation qu'on a de la valeur marchande de l'entreprise qu'on avait calculée dans le rapport numéro 2. Okay? Donc, la seule différence qu'on observe, c'est que voici, vous avez la probabilité, le taux de survie des entreprises en vert qui ont l'intention de transférer et en bleu, là, le taux de survie des entreprises qui n'ont pas l'intention de transférer. Donc, à l'an 0, c'est le même groupe, on a le même nombre d'entreprises. Ça baisse un peu à l'an 1 et je vous rappelle, 2007, 2008, crise financière. OK? L'an 2, 2009, la grande récession. Et là, on voit à partir de l'an 2, OK? Et là, c'est tout statistiquement significatif au niveau de 1%, OK? Jusqu'en bas, et là, on voit qu'au bout de 10 ans, le taux de survie des entreprises qui ont l'intention de transférer est de 71%, alors que les autres PME qui sont pareils sur
paquet de caractéristiques, le taux de survie est de 84 %. L'écart, c'est ça le spectre de fermeture. C'est l'augmentation de la probabilité de fermeture qui est due, de manière causale, étant donné la méthodologie, à avoir l'intention de vouloir transférer. OK? 2 commentaires sur l'importance, je pense, 2 iota. OK? Bon, il y a la limite du contrefactuel par la méthodologie. Okay? Cette méthodologie-là, en fait, nous, on dit que le traitement, c'est d'avoir l'intention de transférer. Donc, ça veut dire que le groupe de contrôle, c'est ne pas avoir l'intention de transférer. Mais ne pas avoir l'intention de transférer ne veut pas, c'est un groupe contrôle hétérogène. Hétérogène dans le sens que pas l'intention de transférer, mais qui continue. Pas l'intention de vouloir transférer, mais qui reste, qui est productif ou qui a une forte croissance et ainsi de suite. OK? Donc, il faut faire attention avec le groupe contrefactuel et c'est pour ça qu'on n'a pas regardé, OK? On aurait pu pousser un petit peu plus loin, dire l'intention de transférer à la famille. Ben là, le problème, c'est que si tu as l'intention de transférer à la famille, c'est quoi le groupe contrôle? Tu ne transfères pas à la famille? Tu fermes? Tu transfères? C'est quoi le groupe contrôle vraiment pour vouloir transférer à la famille? Avec Cécile, on fait une recherche sur les barrières au financement inclusif. On a le même problème. C'est quoi, quand on dit qu'il y a des barrières de financement pour les femmes entrepreneurs, c'est quoi le groupe contrôle? C'est-tu tous ceux qui ne sont pas des femmes? Oui, mais là, tu inclus des gays, tu inclus des immigrants, tu inclus un paquet d'autres groupes qui sont inclusifs, qui peuvent aussi être discriminés. Ça veut dire que ton instrument, ton traitement, en fait, il est mal défini. C'est pour ça que ces méthodes-là, par exemple, pour estimer l'impact de la COVID, très difficile à faire. Parce qu'il y a tellement de morceaux qui bougent pendant la COVID que le groupe de contrôle, c'est à peu près n'importe quoi. Donc, c'est très, très, très difficile. Ici, on pense que, notre argument, en tout cas, c'est qu'on a pris le niveau le plus agrégé. C'est en fait, la littérature suggère d'augmenter le niveau de généralité, justement, du groupe du traitement. Deuxième chose, c'est que une critique qu'on pourrait avoir, ça serait de dire, oui, mais la raison pour laquelle vous commencez à observer un taux de survie inférieur à partir de la 2e année, c'est à cause de la grande récession. Effectivement, on ne peut pas contrôler pour des fermetures qui seraient causées par la grande récession versus l'intention de transférer, mais en même temps, comme on observe le taux de survie diminue, notre groupe contrôle est exposé exactement aux mêmes changements macroéconomiques. C'est pour ça qu'on pense, en fait, l'argument, c'est que c'est vraiment un impact causal des intentions de transfert. Donc, je vais laisser Louise, moi je ne te vois plus, là, je ne vois plus si tu es là, mais je vais laisser Louise prendre le relais. Oui, je suis là, Marc, excuse-moi, là, mais j'avais fermé ma caméra. En fait, moi, je vais aller plus vite que ça pour la conclusion, parce que je ne sais pas à quelle heure ça termine, Marc, c'est 1h30? Oui. OK. Alors, moi, en fait, je vais aller dans une conclusion plus large que les pertes économiques parce que j'ai un souci qui va plus loin que mes collègues économistes. C'est que pour moi, en fait, dans ma perspective et dans la perspective des personnes qui s'intéressent au transfert d'entreprise depuis bien longtemps, c'est la première fois qu'on a une étude aussi bien ficelée pour travailler sur les intentions. Et c'est la première fois moi, j'ai toujours dit depuis 20 ans, les bases sur lesquelles on se fondait ou on se fiait pour dire que la problématique était bien réelle, c'était des bases sur des intentions, mais sans aller plus loin. Alors maintenant, on a vraiment l'impact chiffré des intentions des chefs de PME sur, en fait, l'intention ou non. La deuxième contribution pour moi, Marc et ton collègue, c'est parce que je n'ai pas votre vue économique et c'est la beauté de la chose, je pense, c'est toute
le mythe qu'on enlève autour de l'âge du chef, l'âge qui est important, la population qui vieillit. Là, on enlève, on détruit un petit peu ce mythe-là pour travailler autour du nombre d'années d'expérience qui, pour moi, l'expérience n'est pas nécessairement en lien avec l'âge de la personne. Alors, ça, on soulève un mythe, on défait un mythe et ça, c'est important. Ça veut dire que ce qu'on est en train de faire avec cette enquête-là, qui est, c'est pas une enquête, c'est une étude qui est vraiment très bien ficelée, c'est de défaire des mythes et de changer notre façon d'aborder la problématique du transfert d'entreprise. Alors, moi, ça, là, c'est une avancée majeure. Et ça va probablement, dans quelques années, pas tout de suite, changer beaucoup de choses dans notre façon d'intervenir. On va peut-être intervenir plus auprès des gens qui n'ont pas l'intention. Parce qu'on sait maintenant que c'est peut-être eux autres qui sont les plus susceptibles de faire fermer des entreprises qui en valent la peine. Alors, on va regarder, ça va changer des choses, Marc. Et je voudrais laisser le petit temps. Dernier commentaire, parce que c'est la première fois que je vous entends, Charles et toi, puis je vous vois très, très passionné par ce que vous faites. Vous m'avez perdu souvent dans votre vocabulaire, mais j'ai compris encore plus aujourd'hui l'importance de la multidisciplinarité dans la recherche. Et merci pour ça. Parce que la question était simple, très simple. L'impact des intentions sur l'économie, pour moi, c'est simple, mais je m'aperçois de la complexité de la démarche pour qu'on ait des résultats probants. Alors, merci. Je voudrais laisser le temps aux questions, si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup, Louis. J'invite les questions s'il y en a. Moi je ne crois pas, là. Je ne suis pas webmestre ni webinaire mestre, régisseur. Il y avait François Labelle qui avait une question tantôt. Crispin, est-ce que la situation économique de l'entreprise, rentabilité, tu vois, ça ouvrir sa caméra, je pense. OK, veux-tu que je vais te lire la question, Marc? Est-ce que la situation économique de l'entreprise, rentabilité, avant l'intention de transfert, a aussi été examinée? Non, c'est un outcome. Est-ce que la rentabilité, avant l'intention de transfert, est une variable de contrôle? Non. C'est un outcome. C'est ce que Charles expliquait tout à l'heure. Bon, il y a du code là-dedans. C'est que dans le fond, ce qu'on veut mesurer, c'est séparer l'impact du traitement. Donc, on ne peut pas prendre l'impact du traitement comme une variable de contrôle. On pourrait, par exemple, je pense que le point serait intéressant, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser, par exemple, la profitabilité passée? On pourrait calculer la probabilité passée, on pourrait faire la moyenne des 5 dernières années et voir si ça l'était. Oui, effectivement, on pourrait le faire, on ne l'a pas fait. On pourrait dire, préconditionner, dire que la situation avant est importante, puis on ne veut pas dans un groupe des firmes qui avant n'étaient pas profitables, d'autres qui étaient profitables. Sauf que, de mon expérience, avec la quantité de variables qu'on a là, puis je fais souvent des tests, c'est qu'à un moment donné, quand tu ajustes pour, il y a beaucoup de variables qui sont corrélées. Quand tu ajustes pour certaines variables, les autres s'alignent en même temps. Donc, vu qu'on a ajusté, par exemple, pour les entreprises en démarrage, les entreprises matures, les entreprises. Alors, le taux de rentabilité, là, il va tendance à avoir. Effectivement, on pourrait. Parce que ce que la personne demande, c'est est-ce que vous n'avez pas oublié un X? Est-ce que le taux de rentabilité avant ne pourrait pas expliquer les outcomes? C'est ça qui est la question. On ne l'avait pas. Peut-être, mais comme je dis, il y a des bonnes chances que parce qu'on avait l'étape, les taux de rentabilité des firmes en démarrage, ce n'est pas la même chose que des firmes matures, que des firmes. Et avec ceux qui font des demandes de crédit, on a tellement de variables là-dedans que moi, selon mon opinion, si j'avais eu la rentabilité, ça aurait été balancé. Puis l'autre point, Crispin, je pense que c'est une excellente question, c'est que, tu sais, on a mentionné, là, on prend l'enquête de 2017, puis là, on la met sur les données de l'Agence de revenus du Canada. Elle commençait en 2007. Donc, on a pu aller jusqu'en 2017. Là, éventuellement, en fait, à partir de mars, ma compréhension, c'est à partir de mars, on va pouvoir prendre l'enquête de 2017
Et là, on va pouvoir utiliser 2007 jusqu'à 2017, voir si, effectivement, utiliser cette information-là et là, regarder l'impact à partir de 2017 jusqu'en 2020. Mais c'est une bonne question. Parce que ça pourrait être une condition préexistante où on aurait dans les deux. C'est ce que je parlais tantôt. Ce qui est important, c'est d'observer toutes les X dont on pense qu'ils sont pertinents. Donc, la rentabilité avant l'intention de vendre ou de ne pas vendre, a certainement un impact. Mais comme j'ai dit, on a ajusté pour des variables qui sont très corrélées avec la rentabilité. Puis on l'a ici. Là. Tu l'as essentiellement, quand Charles dit que c'est fortement corrélé, entreprise sur le déclin, des ventes en décroissance, les intentions de croissance. Ça, c'est en 2007. Si j'utilise les profits passés, il faudrait l'étudier, mais il faudrait tester. Mais ça, on ne l'a pas. Parce qu'on est en 2007, puis les données financières qu'on a commencent en 2007. Ce qu'il y a, donc, j'espère que ça répond à ta question. Oui. J'avais une autre question de François Labelle. Je ne sais pas si François est encore là, je ne le vois pas dans ma liste, je ne l'ai pas déroulé. François demande, s'il vous plaît, le taux de survie est calculé comment, juste pour être certain? OK, bien, le taux de survie est calculé. On l'observe. J'avais aussi, de deux façons, mais j'avais aussi un indicateur. Il y a un indicateur dans les variables qui dit que si l'entreprise est active, merge, ça je le sais, je ne sais pas avec quelle entreprise elle a fusionné, là, mais je sais quand même merge. Donc, quand je vois merge, ben pour moi, elle existe encore. Donc, le taux de survie, tout ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on part avec 1000 observations, 1078 observations. La deuxième année, j'ai le code de l'entreprise, j'ai le numéro d'entreprise, je regarde s'il est encore dans la base de données. Puis s'il est encore dans la base de données et son code est actif, ben, elle survit. Si son code est inactif ou je ne la trouve plus dans la base de données, à ce moment-là, c'est comme est évacué. Donc, on fait juste calculer là, année après année combien d'entreprises. On part en 2007 puis on regarde combien survivent au fur et à mesure. Je pense que ça répond à ta question. En fait, on l'observe. On observe si l'entreprise disparaît. C'est ça. Elle est inactive selon l'Agence de revenus du Canada. Donc, elle n'a pas déposé de bilan. C'est bien. François a quitté, mais j'imagine que les autres personnes qui sont là ont trouvé la réponse et la question utile. Je n'ai pas d'autres questions qui apparaissent. En fait, un commentaire sur la question justement du déclin, parce que c'est sûr que si les entreprises sont en déclin, on peut comprendre que dans le fond, leur survie est peut-être compromise. Est-ce qu'il y aurait lieu éventuellement de se poser comme question, parce que là, on est au niveau des intentions de transfert, mais vous avez peut-être l'information sur le transfert effectif qui pourrait survenir de 2008, 2009 et ainsi de suite. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait possibilité dans une poursuite de la recherche de se poser la question sur les entreprises qui étaient en déclin, autrement dit, qui ont réussi à transférer, est-ce que ça a freiné ce déclin-là? Parce qu'on peut imaginer que les propriétaires en fin de carrière, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont peut-être plus l'énergie ou la capacité stratégique de porter l'entreprise vers des gros sommets, de se réinventer, le fait de quitter pourrait justement venir empêcher ce déclin-là et donc améliorer la survie. C'est une excellente question. Puis en fait, dans le rapport, on en parle. Et nous, on interprète globalement, c'est cet essoufflement stratégique-là des dirigeants de PME. Puis là, c'est l'importance de la régénération stratégique. Parce que je rappelle, quand l'entreprise elle est effectivement transférée, on observe qu'elle a au début, là, à court terme, elle a un petit dip de performance. Mais après ça, toute la littérature que je vous ai mentionnée, ça montre que ça monte. Ça monte plus si c'est externe que familial, mais ça monte. Okay? Donc, l'importance de garder l'entreprise active, elle est là. Ton point est super intéressant parce que les nouvelles données qu'on va avoir, qui sont vraiment longitudinales, on va pouvoir les suivre, tout ça. Le type de questions que ça soulève, moi, je trouve, c'est qu'en fait, on va être capable, à cause que c'est relié au fichier T2, on a le pourcentage de propriété de l'entreprise. On sait même le pourcentage de propriété s'il est relié à un numéro d'assurance sociale qui est relié au propriétaire de l'entreprise.
Ça soulève la question, en fait, les entreprises familiales, lorsqu'on les transfère, OK, est-ce que quand un propriétaire voudrait transférer à la famille, mettons, peut le faire, mais dans le fond, il se rend compte au bout de 2-3 ans que ses enfants ne veulent pas prendre la propriété, puis que dans le fond, ils ont des numéros d'assurance, ils ont des familles avec enfants qui pourraient prendre le relève, mais ils se tournent vers le marché interne ou externe. Le groupe contrôle, c'est qui? C'est le propriétaire qui n'a pas d'enfant, qui lui est obligé de le transférer à l'interne ou de le transférer à l'externe. Et là, la question, ça amène la question, est-ce que vraiment les intentions, quand on procède au transfert, le fait d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'enfants, a un impact vraiment sur la performance de l'entreprise. Et là, ça nous permettrait d'avoir vraiment une estimation beaucoup plus fine et précise des intentions de vouloir transférer à la famille et du potentiel de croissance de transférer à la famille versus ceux qui ne peuvent pas transférer à la famille. Fait que c'est toujours là, c'est le contrefactuel. C'est une nouvelle méthodologie qui nous force à réfléchir comme si on avait un protocole expérimental, mais qu'on ne l'a pas. Puis là, c'est quoi quand Charles disait les variables, les X, tu sais, c'est la sélection. Bien, ça nous force à réfléchir, c'est quoi les X que je devrais inclure dans mon appariement. C'est un peu ça, là, je dis souvent, c'est le black magic, c'est la magie noire associée à ces méthodes-là. Mais les tests, la richesse des données nous permettent maintenant de tester ça alors qu'avant, on ne savait pas. Parce que dans le fond, ce que ça dit, entreprise sur le déclin, ceux qui ont l'intention de procéder au cancer, il y en a 19,67. Puis avant l'appariement, il y en avait 4,33 dans les autres. Donc, ce qu'on regarde, on dit, bon, ben, ça veut dire que ceux qui sont sur le déclin, ils essayent de vendre avant que ça soit tôt. Mais une fois qu'on a ajusté pour les autres X, donc pour les entreprises, la même proportion d'entreprises en général, toutes les autres caractéristiques sont pareilles. Puis après l'appariement, OK, l'écart est quand même un peu moins grand, mais on est à 6,12 après l'appariement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment l'intention de vendre. Il faut que tu le vois comme un outcome. On peut dire qu'en proportion, ceux qui ont l'intention de vendre là, ont plus d'entreprises sur le déclin, plus d'entreprises sur le déclin dans ceux qui ont l'intention de vendre, étant donné que tout le reste est ajusté. Donc, c'est vraiment l'intention de vendre, c'est vraiment le pied, c'est vraiment un outcome et non ajustement. Je ne peux pas ajuster sur une entreprise, ce n'est pas un X d'entreprise sur le déclin, c'est un outcome. Tu ne peux pas séparer le traitement. En fait, la condition, là, c'est, en termes techniques, c'est l'orthogonalité entre le traitement et ces variables. C'est impossible. C'est pour ça qu'on dit que c'est co-déterminé. On ne peut pas. Mais ce que ça veut dire, c'est que si tu as une entreprise en déclin, ça explique aussi pourquoi tu as un taux de survie qui est plus faible, parce que forcément, elle est en déclin. Ben, en fait, le taux de survie, il est en déclin uniquement à partir de l'an 2. Oui. OK? Statistiquement, à l'an 1, c'est pas vrai. Puis, tu sais, ben, c'est ça, sur le court terme, si elle est en déclin, elle ne va peut-être pas fermer tout de suite. C'est pour ça que c'est sûr que c'est ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est clair que, puis là, on regarde les autres variables. Hein? Puis c'est ça qui est. Pourquoi qu'elle est en déclin? C'est pas à cause de l'âge du propriétaire. C'est à cause de son expérience. C'est le nombre d'années qui est à la barre. Puis écoute, c'est bizarre parce que quand j'ai présenté les faits saillants au sommet du CETEC, ça a duré 5 minutes. Il y a des gens qui m'ont écrit par la suite, des propriétaires de PME, qui m'ont dit hey, moi, là, quand j'ai vu ça, là, 18 ans, 18-20 ans, là, moi, ça me parle. C'est vrai que ça fait quand ça fait 20 ans que j'ai mon entreprise, je commence à tourner en rond. Et là, ils sentent pas un épuisement, mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire avec l'entreprise. Ils l'ont fait. Ils ont plus le désir d'amener l'entreprise à un autre niveau. En tout cas, moi j'ai eu des courriels. Là, okay? Les gens qui m'ont dit moi, ça m'a parlé, ça, ce résultat-là. Ben, ça confirme un peu là, ce que Louise disait. C'est un peu intéressant à ce niveau-là parce que c'est pas l'âge. Fait que là, écoute, moi, j'en parle. J'ai un projet là, avec l'UQTR. En fait, ce que ça suggère, c'est nos programmes de formation, de relève entrepreneuriat d'entreprise. Écoute, tous ces baby boomers-là, là,
qui arrivent sur le marché, c'est les gens qu'on devrait former à la relève et la reprise d'entreprise. Là, si tu veux partir un programme universitaire, ce n'est pas un programme universitaire que tu dois arrimer aux 18-20 ans, là, comme vous. Honoré a peut-être 22, peut-être âgé. Mais c'est vraiment cette classe-là de 40, 50 ans, eux peuvent régénérer les ambitions stratégiques de l'entreprise, profil de croissance, et ainsi de suite, amener des nouvelles compétences, former une nouvelle équipe de direction. Marc, je ne suis pas d'accord avec toi, là. Non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que le renouvellement stratégique, moi, ce que je sens, quand tu parles d'essoufflement, c'est un essoufflement des capacités stratégiques aussi du chef. Mettons, là, tu pars en moyenne. Bon, et on voit beaucoup de jeunes. Moi, j'en vois, là, Marc. Je suis dans le milieu, j'en vois des jeunes, 25-30 ans, qui régénèrent stratégiquement les entreprises. C'est hallucinant. Et c'est pas, ils n'ont pas 40 ans, là. C'est des jeunes qui sortent de l'université et qui arrivent avec des nouvelles idées parce que leur cédant, que ce soit, souvent je suis dans des contextes familiaux par hasard, mais leur cédant est essoufflé, fatigué, tanné, plus d'idées, en fait. Et les jeunes arrivent avec des nouvelles idées, puis ce n'est pas nécessairement des personnes de 40 ans et plus. Oui, au CETEC, on a une moyenne d'âge de repreneurs de 40 ans, mais on est plus dans une logique de reprise externe. Mais dans le repreneuriat familial, c'est des plus jeunes, puis je te dis, là, j'en vois, là, ils font tripler le chiffre d'affaires de l'entreprise avec des nouveaux marchés, des nouvelles niches et des nouveaux modèles d'affaires qu'ils mettent en place. Il faut les travailler, eux autres aussi, là. Les résultats, Louise, ici, ce n'est pas l'entreprise familiale. Non. Je sais. C'est l'ensemble. Mais il reste que cet ensemble-là, dans le cas d'une relève familiale, puis même des jeunes qui vont reprendre. En fait, le problème, c'est qu'un repreneur externe ou interne, employé, ça y prend un peu de capital pour être capable de reprendre une entreprise. Un jeune, il n'y a pas ce capital-là. Mais on le voit, Marc. Puis il ne faut pas que tu cibles juste en haut de 40. Il faut que tu cibles aussi les jeunes, plus jeunes. Je pense que oui. Mais là, autrement dit, là, on pourrait dire que pour observer les outcomes, une variable qui nous manquerait, bon, pour cette hypothèse-là, tu sais, la proportion de jeunes dans une entreprise. Mais là, on a quand même l'âge moyen du propriétaire ici, qui ajuste quand même un petit peu pour ça. Oui. Moi, je vais juste revenir aussi sur le résultat qui aide à l'interprétation. Si on prend l'expérience du propriétaire, plus de 16 ans, on en a plus dans le groupe qui ont l'intention de procéder à un transfert, puis on en a moins, statistiquement moins, dans ceux qui n'ont pas l'intention. Mais si on avait trouvé que ceux qui ont, par exemple, pas l'intention, qui ont l'intention de procéder à un transfert, performent mieux ou performent moins bien, on pourrait dire, ah, c'est-tu parce qu'il y a une différence d'expérience? Ceux qui ont plus d'expérience, c'est normal qu'ils performent mieux. Mais là, c'est pas ça qu'on a trouvé. On a trouvé qu'il n'y a pas de... C'est comme si l'expérience du propriétaire c'est pas la différence qui va expliquer la différence des outcomes. C'est pas la différence d'expérience des propriétaires qui explique la différence des résultats. Puis là, c'est là qu'on interpelle là, des théories. Là, comme ce que Charles dit, essentiellement, c'est effectivement quand vient la sélection des variables, tu fasses appel à une théorie. Puis là, c'est la théorie du capital humain du dirigeant. C'est là. On a dépassé un petit peu. Oui, on a dépassé. J'invite tous ceux qui ont d'autres questions, envoyez-moi un courriel, marcduhamel@qtr.ca. Je veux également là, tout simplement profiter pour vraiment remercier là, nos partenaires. Là. Bien entendu, ça a été financé par le CETEC, mais je ne peux pas sous-estimer vraiment la part de Charles et également d'Industrie, Sciences et Développement économique Canada, particulièrement la Direction générale des petites entreprises qui nous ont grandement facilité non seulement l'accès, mais également l'analyse. Le temps de Charles est absolument inestimable pour faire cette recherche-là. Oui. En plus que j'ai une coupe de bouteilles. Et également, Statistique Canada, écoutez, c'est une base de données expérimentale. OK? La banque de données est maintenant, cette banque de données-là maintenant, moi, je l'utilise au SIX à Montréal
avec un projet de recherche avec Cécile Pont-Rouge sur les barrières au financement inclusif de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de changements qui vont se faire dans les prochains mois grâce à la COVID sur l'accès aux microdonnées d'entreprise, de PME en particulier. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de le présenter à l'INR PME. Je vais laisser Étienne conclure. Ça marche. Bien, merci beaucoup à vous deux. Ça a été un super séminaire. Donc, voilà, prochain séminaire, je pense que c'est toi. Je pense que c'est moi, effectivement. 8 décembre prochain sur les défis des entrepreneurs. Donc, ça va être une grande conférence. Le 9, ensuite, je pense que c'est Rama et moi encore le lendemain qui allons présenter des trucs sur l'intrapreneuriat. Donc, suivez sur le site de l'Institut, il y a le calendrier à venir. Donc, je vous invite à... Oui, puis moi, je vous conseille de vous inscrire tôt parce qu'il y a une limite sur le nombre de participants. Puis quand Étienne présente, d'habitude, on atteint la capacité maximale des webinaires là, de la licence de l'UQTR. Donc, inscrivez-vous très, très tôt. Merci. Bon, ben, merci. Puis bonne merci journée. à tout le monde. Merci.